Bonjour, je me présente Philippe Bach, directeur de l'école d'architecture de Strasbourg. Je voulais vous souhaiter la bienvenue, accueillir monsieur le consul de Suisse et le remercier de sa présence. J'étais ce matin au palais universitaire en présence de François Hollande qui reprenait une proposition du président Alain Berretz, président de l'université, de création d'une université européenne à Strasbourg. Donc je crois et j'espère que les travaux d'aujourd'hui et l'IBA Basel y contribueront fortement. Voilà, merci. Merci Philippe. Bonjour Monsieur le Consul général de Suisse, Monsieur Tartini, d'être présent. Je voulais remercier Philippe et l'école d'architecture de nous accueillir. Bon, c'est un partenariat que le CAUE, dont je suis le directeur, donc Jean-Marc Biry, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai oublié de me présenter, collabore depuis souvent. Maintenant que vous êtes dans vos nouveaux locaux partiellement, puisqu'il n'y a qu'une moitié, on bénéficie de nouvelles conditions pour présenter nos conférences et nos conférenciers en commun. Donc aujourd'hui, on reçoit Salomé qui va nous parler, chef de projet à l'IBA Basel, qui va nous parler de la démarche. On a souhaité effectivement vous aborder la démarche d'IBA Basel, pour ceux qui en ont entendu parler, à travers une conférence, parce qu'elle sera peut-être un petit peu, vous m'excuserez du terme, un peu plus sexy que l'expo que nous accueillons au CAUE et pour laquelle je vous convie aussi de venir la découvrir pour ceux qui voudraient. Alors ce soir, on a le vernissage officiel de cette exposition à 19h, mais vous pouvez aussi la visiter calmement à un autre moment. Je dis qu'elle n'est pas très sexy simplement parce qu'il y a beaucoup de textes, parce que la contrainte de tout projet financé par la communauté européenne doit être traduite. Enfin bon, donc du coup, on a les textes français et allemands sur le même panneau. Ça fait beaucoup de place aux textes, un peu moins aux images. Et je pense que là, très utilement, on va contrebalancer complètement. Et ça sera beaucoup plus intéressant. Cela dit, je voulais juste, avant de donner la parole à Salomé, préciser encore pour ceux qui ont vu le programme, pour aller un peu plus encore dans les thématiques, l'exposition et la présentation sans doute va retenir cette structure. On a 3 entrées dans l'exposition, 2 qu'on a regroupées entre ville et vivre ensemble. Vous comprendrez un peu plus tard la manière dont ça s'est structuré. Et puis un autre thème très important, paysage, avec un 3e qui tourne autour de la pédagogie, puisque l'IBA Basel a aussi développé des outils spécifiques de sensibilisation aux questions d'urbanisme et d'architecture, mais Salomé en parlera plus précisément si on a le temps. Et ce qu'on vous propose, justement pour prolonger un peu la présentation de toute la démarche IBA Basel, qui va être assez complexe quand même, même Salomé a prévu de parler 3/4 d'heure, 1 heure, mais je pense qu'elle aurait à en dire pendant 3 jours. On vous convie, et ceux qui le souhaitent, vous avez ici des petits papiers, à 3 ateliers. Donc un atelier, histoire de... C'est plus des échanges, je dirais, de gens un peu spécialisés ou avertis, mais c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc je pensais aussi, je vois des gens des comités de quartier ou des conseils de quartier. On va travailler cet thème de la ville et du vivre ensemble le vendredi 7 février. C'est des formats de 2 heures. Un propos introductif par les chefs de projet. Alors, ton collègue, il est... Voilà, Selos. Et donc, un propos introductif des chefs de projet de l'IBA, et puis après des échanges informels, des discussions pour approfondir et aborder ces questions qui tournent bien sûr autour de problématiques d'agglomération, de métropole, de ville, tout simplement. Le 2e atelier, donc premier atelier vendredi 7 février de 14 à 16h. Alors ça ne se passera pas ici, ça se passe chez nous au CAUE, donc c'est au 5 rue Anong. L'atelier 2 consacré au paysage, et ça sera le vendredi d'après, le 14 février de 14 à 16. Pareil, un propos introductif, débat, discussion. Et puis un 3e plutôt à l'adresse des enseignants, mais aussi de tous ceux qui sont préoccupés par la pédagogie en milieu scolaire et la sensibilisation. Ça sera le mercredi, on a voté pour le mercredi puisque c'est une journée quand même un peu plus ouverte et libre pour les enseignants. Et le mercredi 19 février, toujours de 14 à 16h au CAUE. Donc vous avez ici, pour ceux qui le souhaitent, avant de partir, sinon de toute façon vous avez l'occasion de revenir sur notre site pour une inscription. Vous pouvez mettre votre nom et les adresses mail, voilà, on vous contactera, enfin, on confirmera. Merci à vous, je cède la parole à Salomé. Et voilà. Et puis, je pense après son intervention, on a un temps d'échange.
Voilà, donc bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc aujourd'hui, on est très heureux en tant que représentant de l'IBABAL d'être là aujourd'hui. Un grand merci donc à l'école d'architecture de nous accueillir. Un grand merci à Monsieur Biry évidemment pour le partenariat qu'on a monté dans le cadre de cette exposition qu'on vient aujourd'hui ramener à Strasbourg, et puis à Monsieur Tartini, donc comme déjà dit, consul de Suisse avec qui nous avons travaillé pour monter aujourd'hui cette exposition. Alors moi je bouge tout le temps quand je parle, donc je dois rester là. On m'a dit c'est filmé, donc je ne bouge pas. Ça n'a pas été évident. Donc aujourd'hui, en fait, on va, comme dit, on va essayer pendant 1 heure de balayer tout d'abord l'IBABAL, l'historique des IBA, parce que je ne sais pas si ici dans la salle tout le monde est au courant de ce qu'est une IBA. Et puis après, on rentrera un peu dans le dur du sujet avec les projets IBA et leur caractère modèle. Alors en premier temps, donc, comme dit, nos expos d'habitude, puisque c'est tout en 2 langues, sont fortement associés à du texte. Moi, j'ai mis que des images aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vraiment illustrer l'exposition qui est au CAUE. Donc tout d'abord, l'IBABAL. Où est-ce qu'on se situe? Aujourd'hui, on est venu chez vous depuis Bâle. Donc nous travaillons au sein de l'agglomération trinationale de Bâle, comme vous pouvez le voir, entre la France, ici, la Suisse et l'Allemagne. Ici, vous avez une image donc, du Dreiländereck, qui est ce centre unique en Europe. Hein, c'est un des seuls points en Europe où 3 pays se retrouvent pour construire ensemble une agglomération trinationale. Au niveau de l'historique de la coopération transfrontalière, il existe sur cette agglomération trinationale un eurodistrict qui, depuis de nombreuses années, planifie et promeut en fait cette coopération trinationale. Mais en 2006, il y a eu l'idée quand même d'initier réellement du projet, du concret, et l'IBABAL a donc été lancé. La première idée est arrivée en 2006 de l'IBA. Alors, j'ai dit au moins 10 fois déjà le mot IBA. Qu'est-ce qu'une IBA? IBA signifie littéralement International Baustellung, donc Exposition internationale d'architecture. Pour nous, on a préféré le traduire par imaginer et bâtir l'avenir. En effet, cet outil en fait, centenaire de l'aménagement et de l'urbanisme allemand a énormément évolué au cours des années. On est passé d'une exposition purement d'architecture à aujourd'hui, vous allez le voir, à des outils d'aménagement du territoire à beaucoup plus grande échelle. Une IBA est toujours associée, donc ça je vous le montre sur l'image ici, une IBA est toujours associée en fait à un territoire, vous voyez les différents noms, Berlin, la Ruhr, etc. Une IBA, c'est toujours une période donnée, là vous voyez en dessous les durées, et une problématique. Donc je vais tout à l'heure, dans 2 minutes, en fait, vous présenter quelques IBA pour voir comment est-ce que cet outil a évolué au cours du temps. Quelque chose de très important aussi, une IBA, c'est nullement un projet uniquement destiné à un public restreint. Vous allez le voir aussi tout à l'heure, on s'attache énormément à aller vers le public, à travailler avec les personnes au sein de l'agglomération trinationale, parce qu'une IBA, au final, doit toujours avoir des résultats concrets pour l'agglomération sur laquelle elle travaille et pour les habitants. Donc, quelques IBA, on va en passer quelques-unes, et puis on va voir en fait comment est-ce que cet instrument a évolué au cours du temps. Donc la toute première IBA qui a eu lieu, c'est l'IBA Darmstadt, 1901, donc en Allemagne. Là, 1901, donc début du 19e siècle, au cours du 19e siècle, il y a eu toute cette poussée industrielle, le lancement de l'industrie qui a eu des impacts énormes sur les villes. Ça veut dire concentration de population, création d'axes de transport, création de sites industriels. Et il y a eu en fait une expansion assez importante des villes qui a été remise en cause à un moment, notamment par un groupe en fait, d'artistes qui s'est concentré là, dans cette IBA Darmstadt. Et il y a eu, à ce moment-là, initié par ce groupe d'artistes, en fait, la requalification d'un quartier. Donc comme vous le voyez, on est déjà sur un site précis, avec un thème, métropole industrielle, et on a une échelle ici relativement resserrée, à l'échelle d'un quartier. Les IBA, elles ont ensuite évolué. Je ne les ai pas toutes mises, hein. C'est pas l'ensemble des IBA qu'il y a, j'en ai choisi quelques-unes. On passe ensuite à l'IBA Berlin, donc Neubau-Altbau en 87. 87, vous savez tous, hein, ici le thème principal c'était la redécouverte du centre-ville de Berlin. On est après la guerre, on est aussi après la construction du mur de Berlin. Le centre-ville historique a été quand même profondément affecté par tout aussi bien la gare que la création du mur. Et là, l'idée, en fait, c'est du côté ouest de requalifier ce centre-ville de Berlin de 2 façons. C'est pour ça qu'il y a Neubau-Altbau, pour ceux qui ne parlent pas allemand, Neubau, les nouvelles constructions, Altbau, c'est tout ce qui correspond à aujourd'hui de la requalification. Donc il y a eu, d'une part, en fait, énormément de projets d'architecture pour requalifier ce centre-ville avec de la nouvelle construction. Vous voyez là un bâtiment de Rem Koolhaas.
Et d'un autre côté, il y a eu les premiers mouvements en fait, de réflexion sur la réhabilitation de l'ancien. C'est à partir de 87 qu'il y a eu toute une nouvelle réflexion sur la requalification, la modernisation des bâtiments anciens. Et grâce à cette IBA notamment, il y a eu une évolution législative sur réhabilitation et protection de l'environnement urbain. Donc là, toujours, un thème, un site donné. Et puis, par contre, on a un peu élargi le périmètre. Vous voyez, on passe déjà à autre chose qu'un quartier. 89, l'IBA Hampshire Park, peut-être la plus connue du grand public. Il y a eu énormément de publications, d'images là-dessus. Là, on a vraiment, donc l'image est très petite, mais on change réellement d'échelle. On est vraiment sur un très très grand territoire, le long d'une rivière, donc l'Hampshire. Et là, le thème principal, c'était comment redonner vie à une région industrielle dont les industries sont parties, il n'y a plus d'emplois. Comment faire en fait pour requalifier ce territoire au niveau économique, écologique, culturel, etc. L'IBA Hampshire Park, c'est la première IBA où le thème du paysage, donc on est vraiment à très grande échelle, où le thème du paysage est entré en compte dans ces expositions internationales d'architecture. Vous voyez, ça évolue déjà. Aujourd'hui, on prend en compte le paysage également là-dedans. Et il y a eu en fait une cinquantaine de projets qui ont été faits le long de l'Hampshire, de requalification des sites industriels qui sont aujourd'hui devenus des highlights touristiques, qui sont devenus des sites d'exposition, etc. Et donc, grâce à cette IBA, cette région a aujourd'hui connu en fait un nouveau lancement. Ça a même été capitale européenne de la culture en 2010. Un nouveau changement d'échelle, l'IBA-Z, donc 2000-2010. Ici, on est à la frontière polonaise, au nord-est de l'Allemagne. C'était une région donc au sud du Brandenburg où, à la fin de l'extraction de la lignite, avec le changement aussi de toutes les énergies, extraction pour l'énergie, etc., on s'est retrouvé avec un territoire énormément abîmé par l'extraction. Il y avait énormément de problèmes écologiques et puis un chômage très très important dans ce territoire. Ici, de la même façon, un peu que l'IBA Hampshire Park, la structuration principale est autour du thème du paysage et architecture paysagère. Il y a eu la création de nombreux lacs dans ces paysages de cratères. Je ne sais pas, vous pouvez regarder, il y a des images impressionnantes sur les sites d'extraction qui maintenant sont aujourd'hui des lacs, et des lacs occupés notamment par des bâtiments pour le tourisme, par éventuellement un jour des bureaux, etc. Mais c'est vraiment aussi une requalification de toute une région avec une modification en fait, du système économique, passer de l'extraction pour l'énergie à aujourd'hui un site touristique assez attrayant. Ensuite, des thèmes plus actuels, l'IBA Stadtumbau en 2002. Alors déjà, cette IBA aussi, on a un réel changement d'échelle, c'est la première IBA à l'échelle d'un land. Donc le Land Sachsen-Anhalt qui a décidé donc, de faire cette IBA. Le thème principal, c'est le déclin des villes et le dépeuplement. Il y a énormément, vous avez peut-être souvent entendu parler de ça, il y a énormément de landes et de villes en Allemagne où la population diminue. Donc ici, ils ont réfléchi ensemble, à l'échelle du land, mais aussi à l'échelle des communes, à des modèles de développement urbain prenant en compte ces modifications de population et puis ces modifications économiques. Et enfin, une des plus récentes, donc, qui s'est arrêtée l'année dernière, l'IBA Hambourg en 2013. Vous pouvez aller voir les résultats qui sont assez intéressants. Donc ici aussi, on est sur une très très grande échelle. Les images, je crois, ne sont pas très bonnes. On est sur l'île ici. C'est Hambourg, la grande ville est là. Et puis, il y a ici une île qui concentre à peu près 55 000 habitants et qui concentre énormément de points liés à la mondialisation. C'est un site industriel, c'est un site où il y a énormément d'infrastructures, le grand port, les ports d'Hambourg, il y a énormément d'infrastructures ferroviaires, et on a à peu près 55 000 habitants venant de 30 nationalités différentes. Donc vraiment cette question de la mondialisation et de la métropole mondiale. Et l'IBA Hambourg s'est attaché en fait à travailler sur 3 thèmes. Le thème d'une agglomération pour tous, qu'ils appellent Cosmopolis, le thème des franges urbaines, parce que... Pour ceux qui sont un peu du domaine, ça vous parle, le lien au niveau entre zones urbanisées, zones non urbanisées, toute la question des franges urbaines et des infrastructures de transport. Et leur troisième thème, c'est l'énergie. L'eau joue un rôle énorme dans la ville d'Hambourg. Et donc, il y a toute la question, pas l'énergie, pardon, le changement climatique. Il y a toute une question, en fait, d'une ville, ce développement en bord de l'eau, aujourd'hui, dans le contexte d'évolution climatique qu'on connaît. Donc en conclusion, vous voyez bien, on est réellement passé, parfois c'est ça qui nous est un peu difficile pour nous, le fait de s'appeler Exposition internationale d'architecture, mais vous le voyez bien, on est vraiment passé de, certes, une exposition où on traitait le bâtiment, à aujourd'hui des IBA qui travaillent à l'échelle d'un territoire avec des problématiques beaucoup plus larges que l'architecture, tout
ce qui est économie, sociale, participation et puis la qualité des processus aussi pour le projet. Je vais vous le montrer après. Ce processus de développement commun d'un projet est devenu très très important. Liba Hambourg, par exemple, ils travaillent énormément avec la population. Ils sont aussi reconnus pour ça, pour la participation qu'ils ont intégrée dans leur projet. Donc si maintenant, sur les IBA, c'est clair, on va passer vraiment dans l'IBA-BAL. Je pense que c'était important de faire une introduction parce que sinon, on a toujours un décalage entre des gens qui attendent quelque chose sur l'architecture et ce que je vais vous présenter maintenant, qui n'en est pas tellement loin, mais qui n'est pas uniquement de l'architecture. Donc voilà, l'IBA-BAL 2020, IBA Basel 2020. Encore une fois, une petite image. Avant, je vous ai montré une image avec les frontières. Ça, c'est l'agglomération telle que nous, on voudrait la voir. Alors, c'est une agglomération qui, aujourd'hui, pour les gens vivant à Bâle, fonctionne assez bien. On peut très bien aller faire ses loisirs dans un pays ou dans l'autre, aller faire ses courses dans un pays ou dans l'autre. Par contre, quand on planifie, ou par contre, quand dans notre domaine, on lance des projets, on se heurte quand même énormément aux frontières nationales. Bien que l'agglomération ressemble à ça dans le quotidien, au niveau planification, au niveau politique, on est quand même encore sur des frontières nationales et des frontières entre Union européenne et non-Union européenne. Ça, c'est aussi un sujet qui est assez important chez nous. Donc, l'IBA-BAL, c'est à peu près, l'agglomération de Bâle, c'est 800 000 habitants, dont 55 000 quand même qui, tous les jours, traversent les frontières pour venir traverser et travailler dans un pays ou dans l'autre. Notre objectif, donc en 10 ans, c'est pour ça IBA-BAL 2020, on a été lancé en 2006, c'est de travailler en fait avec les partenaires français, allemands et suisses pour donner un profil clairement défini à cette agglomération via du projet. On déplace la planification qui a eu lieu très longtemps avec l'Eurodistrict et aujourd'hui on veut réellement mettre en place cette coopération avec du projet. Avant de rentrer dans les projets, on va faire un peu du moins sexy comme vous avez dit Monsieur Biry, donc tout ce qui est partenariat, financement, planning, mais je pense que c'est important pour qu'on comprenne bien. Donc l'IBA-BAL est une IBA portée de façon publique. On est financé en grande partie par les communes travaillant avec nous. Donc du côté français, on a les communes en fait, du sud de l'Alsace, que ce soit Saint-Louis, Huningue, etc. On a aussi l'échelle supérieure, donc les communautés de communes. On a un partenaire associé avec nous, la ville de Mulhouse. Partenaire associé, ça veut dire qu'il n'est pas dans le comité politique. Notre comité politique, c'est uniquement les communes qui sont situées dans l'Eurodistrict trinational de Bâle. Mais c'est un partenaire qui était très intéressant avec un projet que je vous présenterai après, qu'on a donc intégré dans Bâle. Je ne vous cache pas que, vous vous doutez bien, il y a toujours des questions politiques, intégrer une ville plus grande, etc. Ça pose parfois des questions, mais c'est aussi hyper intéressant par rapport à la dynamique de projet. Du côté allemand, de la même façon, on a les communes qui travaillent avec nous, le Landkreis, donc l'échelon supérieur. Et puis, depuis janvier 2014, on en est content, le Land Bade-Württemberg est rentré dans l'IBA avec un engagement jusqu'en 2020. Donc, c'est le seul partenaire qui s'engage jusqu'en 2020. Et c'est très important, vous savez, c'est un peu l'équivalent des régions. C'est chez eux, en fait, qu'il y a à peu près... il y a pas mal de compétences, en fait, au niveau urbanisme, etc. C'était un partenaire qu'on voulait gagner. Au niveau de la Suisse, donc on a le canton de Bâle-Ville, et puis on a des communes de Bâle-Campagne qui travaillent avec nous, et le canton d'Argovie. Suite à ça, on est quand même un projet européen, comme ça a déjà été cité, donc on est cofinancé par Interreg. Et puis, oui, à l'échelle, c'est à peu près la même échelle quand on parle d'une échelle sur la région. Si je vous entends discuter du Land, c'est ça? Et puis financé par Interreg et puis la Confédération suisse. Interreg, le fonds de cofinancement européen pour des projets transfrontaliers. Voilà. La somme, peut-être, sur la phase de lancement, en fait, sur 4 ans, on était à peu près sur 3 millions d'euros. Puis là, on passe sur une période sur 3 ans. On est à peu près au même niveau. On est en train de définir notre nouveau budget pour la nouvelle phase en ce moment. Voilà. Alors, notre slogan, donc, comme dit, sur 10 ans, notre objectif, c'est de mettre en œuvre ce slogan par du projet. Au-delà des frontières ensemble, gemeinsam über Grenzen wachsen, tous nos projets doivent avoir en fait cette composante essentielle. C'est ça qu'on appelle aussi la qualité IBA, c'est vraiment ce côté transfrontalier et trinational. Et une IBA, en fait, pour mettre en œuvre ça, ce ensemble, on s'appuie énormément sur les forces vives de la région. Je vais vous montrer tout à l'heure l'organisation de l'IBA. On s'appuie tout aussi bien sur les forces vives techniques, tous les partenaires techniques des différentes communes, que sur la population qui pour nous est très très importante pour l'acceptation de ce projet. Au-delà de la frontière, ça veut quand même dire investir chez le voisin et ou inversement. Il faut quand même à un moment qu'il y ait une acceptation de la population derrière.
Donc les forces vives. Alors j'ai dû tout changer hier parce que j'avais pas encore fait de conférence en français. Tout est changé sauf ça. Ça c'est en allemand, je crois. Non, il y en a un autre encore qui est encore en allemand. Celui-là il est traduit. Ça c'est l'organisation en fait du bureau IBA. Donc ici vous avez notre bureau. Donc il y a mon collègue qui est aussi présent aujourd'hui, Dirk Loos, et puis moi. On est là en fait pour développer les projets. On est vraiment le niveau technique, développement du projet, accompagnement, suivi, etc. On est accompagné par un comité scientifique, ça c'est propre aux IBA, c'est un comité en fait d'experts indépendants, qui sont indépendants de l'ensemble de la structure, et ils viennent en fait analyser nos projets et faire des recommandations. Ce sont des experts qui sont, on a 7 experts dans le domaine de l'aménagement territorial, de l'économie, de la sociologie, on a aussi quelqu'un qui vient du domaine de l'art par exemple, et eux conseillent notamment notre comité politique, qui au final prend toutes les décisions, comité politique donc constitué par 4 personnes de chaque pays, donc ils votent chacun en disant c'est eux qui représenteront la France, l'Allemagne et la Suisse, et eux prennent l'ensemble des décisions, font redescendre leurs décisions au niveau du bureau IBA et puis au niveau du comité technique, ce sont les directeurs des services techniques des communes avec qui on travaille, et puis nous, en partenariat, on développe donc ces projets. Juste pour mettre des images un peu sur la tête, donc comité scientifique et comité donc, politique, voilà un peu à quoi ça ressemble, et eux travaillent vraiment main dans la main pour mettre en œuvre en fait ce slogan « Au-delà des frontières ensemble ». La dramaturgie, donc comme dit, une IBA dure 10 ans, on a été initié en 2006 avec une inauguration, puis un appel public à projet, donc ça c'est aussi quelque chose d'important, l'IBA BAL est la première IBA à avoir initié son fonctionnement par un appel public à projet. Ça a plein de points positifs. On a mis en réseau énormément de personnes. On a récupéré 130 idées de projets. Après, il faut faire avec 130 idées de projets. En fait, c'était l'objectif de la première phase, 2010-2013. Donc, cette phase de lancement. On a choisi les projets, défini le profil de l'IBA, défini les thématiques que je vais vous montrer. Et aujourd'hui, on est là, donc début 2014, et on rentre dans la période de faisabilité. Aujourd'hui, sur 3 ans, jusqu'en 2016. On va pousser, faire avancer les projets pour pouvoir montrer quelque chose donc, dans notre présentation des projets IBA 2016. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Une IBA, c'est certes un projet d'aménagement, c'est des projets de développement urbain, paysager, etc. Il y a quand même toute la dimension communication qui est très, très importante. Donc, une IBA est toujours jalonnée par des événements. Inauguration, on a eu notre première présentation des projets en 2013, c'est notamment l'expo qui est au CAU en ce moment. On en aura une deuxième en 2016 et puis en 2020 la présentation finale. C'est très, très important. On pousse, on est un peu pénible parce qu'on n'a que 10 ans, maintenant on a encore plus que 6 ans. En contrepartie, par contre, on communique à l'international sur ce qui se fait sur les projets. C'est un peu en fait comme ça qu'on fait avancer le processus et du donnant-donnant. Alors ce processus, j'ai dit plusieurs fois qualification du projet. Vous voyez, c'est un peu organisé ici comme un festival de cinéma. On a plusieurs statuts. Il y a cette idée quand même de mise en concurrence qui est assez intéressante. Si Monsieur le maire A a son projet nominé, Monsieur le maire B veut aussi son projet nominé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal joué et qui a assez bien fonctionné un certain temps. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre plus dans le développement réel du projet. On a commencé avec des projets candidats, projets à dimension transfrontalière dont la faisabilité n'était pas encore tout à fait définie. Aujourd'hui, on a une grande partie de nos projets qui sont prénominés. Dimension transfrontalière, il n'y a plus à discuter dessus. La faisabilité est en cours d'être définie. On continue à avancer ensemble sur la qualité. Puis les projets IBA nominés, il leur reste en fait à passer à la réalisation, à trouver aussi des financements. L'objectif de tout ça, de tout notre travail, c'est d'obtenir le label IBA. C'est un label qui assure une certaine qualité, qui est assez reconnu notamment dans le monde allemand de l'aménagement et de l'urbanisme. Et donc voilà, d'ici à 2020, si les projets sont réalisés avec la qualité qu'on a définie ensemble tout ce temps-là, et qu'il y a déjà des premières réalisations, il y aura remise de ce label IBA en 2020. Quelques images pour illustrer un peu, parce que sinon ça fait beaucoup de graphiques. Donc en fait, la force de l'IBA, notamment ce qu'on a initié avec notre appel public à projet, c'est déjà de mettre en réseau énormément de personnes. On a eu une mise en réseau d'acteurs publics, privés, au-delà des frontières, 3 pays, voire parfois plus, et sans la barrière de la langue, on s'attache toujours à avoir donc, les 2 langues présentes partout. Donc ça, c'était le lancement. On a eu notre forum IBA 2011. Ça a été une étape assez importante pour nous. On a regroupé à peu près 600 personnes dans un endroit improbable, une usine qui n'était pas du tout encore requalifiée. Et ça a super bien marché, 600 personnes de tous les domaines, pareil, au niveau politique, tout aussi bien l'habitant,
des 3 pays qui sont venus pour la première fois discuter des 44 projets qui, pour la première fois, ont été présentés au public. Et puis, une fois que ces projets ont été présentés, on est rentré dans le processus de qualification. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On a très souvent en fait des rencontres avec le comité scientifique. C'est très important pour nous que les partenaires porteurs de projets rencontrent directement ces experts et des retours sur leurs projets. Ça a très bien marché un certain temps, c'était un peu cette idée d'audition, je me présente, je suis stressée, j'ai des recommandations, etc. Là, on va passer à un autre modèle, mais c'est quelque chose qui a bien fonctionné les 2 premières années pour développer les projets. Ensuite, évidemment, qualification de projet, dans un premier temps, ça veut dire études, je vous en présenterai quelques-unes après. Donc l'IBA accompagne, lance et cofinance souvent des études donc, pour ces projets. On a monté aussi un format, les salons IBA, donc ce sont des réunions de travail qui ont eu lieu pendant 2 ans. Réunion de travail à laquelle on a toujours associé la venue d'un expert. C'était aussi important pour nous, on a toujours associé, par exemple sur le Rhin, on avait fait venir les gens de la Loire à vélo, etc. Et ça permet de faire avancer le projet. Aussi sur la question des financements, de financement de ces gros projets d'infrastructure, etc. Des gens qui avaient déjà des connaissances là-dedans. Ensuite, comme dit, l'IBA, c'est aussi un outil de communication, pas seulement, mais c'est quelque chose de très très important. Alors ici, c'est un événement qu'on a fait à la fin de l'automne 2013, donc une mise en lumière du port. C'est un projet que je vous présente après, le port de Bâle qui va être structuré. C'était pour faire venir réellement les gens une fois dans ce site, et puis pour nous, pour avoir une nouvelle visibilité au sein de l'agglomération trinationale. Donc voilà, on ne reste pas sur des projets pour un public initié, on s'ouvre réellement à des gens. Inversement, on fait beaucoup de congrès, on a fait quelques congrès thématiques aussi qui là sont plus associés vraiment à la thématique. Ici, on était sur le congrès international de paysage qu'on avait fait mobile à travers toute l'agglomération. On fait beaucoup d'excursions. Bien avant que le paysage de projet soit visible, bien avant qu'on ait commencé les constructions, on a déjà réussi un petit peu à enclencher des discussions. On ne veut pas toujours que ça soit positif, mais au moins des discussions sur les projets d'aménagement qui vont avoir lieu dans l'agglomération trinationale. Et évidemment, notre première présentation des projets, donc qui a eu lieu d'août à novembre 2013, on était pendant 2 mois sur la route, tous les week-ends avec notre expo qu'on a emmené aujourd'hui au CAUE, pour là, pareillement, toucher vraiment un autre public que le public qu'on touche par les congrès ou par une conférence comme aujourd'hui. Avec des outils, vous le voyez, destinés à tout public. On a de l'info pour des gens qui seraient vraiment très intéressés. On avait fait des jeux pour les enfants, vraiment pour aussi dépasser simplement la barrière de la langue. Il y a un moment où il faut quand même réussir à communiquer sur des choses pas dans sa langue maternelle. Et voilà, et maintenant on rentre donc dans les projets IBA, donc dans le dur du sujet. On a 43 projets actuellement, 43 projets au sein de l'IBA. J'en présente que 2 par thématique. Je vais vous montrer les thématiques, on a 3 thématiques, je vous présente donc que 6 projets. Par contre, on vous a ramené de la documentation, on les a tous, on a des catalogues avec les 43 projets. Si évidemment il y a des questions après, il n'y a pas de souci, mais là, ça fait déjà 22 minutes, je n'en présenterai que 6 et le reste, vous êtes invités également ce soir à 19h, on pourra faire une petite visite guidée des projets si vous voulez. Donc voilà, comme dit, 43 projets qui composent notre paysage de projet. Donc, par rapport à l'image que je vous ai montrée avant, là, il y a Mulhouse. Donc là, on est en France, l'Allemagne et puis là, la Suisse. Donc, notre paysage de projet, vous le voyez, il est quand même concentré notamment autour des vallées. Donc, ici, le Rhin, la Birse et la Vise. Et puis, autour de Bâle, notamment, on a quand même une concentration assez importante de projets. Les statuts, donc comme dit, cette espèce de petite mise en concurrence, cette labellisation, ce processus d'avancée, ça a assez bien marché, surtout quand on voit ça. Là, on n'a pas encore mis de nom derrière, mais quand les porteurs ont leur nom derrière, ils disent oh, voilà, moi je veux monter. Donc là, on a pas mal de projets prénominés, puis des projets ici, projets nominés, qui ont de très très grandes chances d'être réalisés dans un avenir proche. Donc tous ces 43 projets sont dans les pipelines pour obtenir le label. Ça ne veut pas dire qu'on labellisera les 43. On ne s'engage pas du tout sur le fait de labelliser cela. Il y a vraiment encore un gros travail sur la faisabilité à faire avec pas mal de projets. Donc maintenant, les thèmes. Donc l'IBA, là, on n'a pas réinventé le monde. On travaille sur les grands domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, paysage, ville. Et puis après, par contre, du fait de la localisation géographique, sur le thème vivre ensemble. Ça, ce sont nos 3 grands thèmes dans lesquels sont répartis les 43 projets. Et évidemment, on a nos thèmes transversaux, durabilité, qualité de la conception, coopération. Et puis, les critères IBA, donc lien et lieu partagé, ça veut dire transfrontalier.
projet exemplaire, best in class dans la mise en œuvre, et puis réalisation au moins partielle d'ici en 2020. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement la thématique du paysage. Donc, chez nous, le paysage, on le voit par trois aspects. Donc, il y a dans un premier temps la question de la mise en réseau. On est toujours sur du transfrontalier, il va falloir faire des connexions. La mise en réseau, simplement pour la population ou pour l'écologie, on parle vraiment sur tous les niveaux. Mais là, on est quand même sur une thématique assez intéressante parce qu'il n'existe pas de document de planification transfrontalier pour les espaces paysagers. Donc là, on joue que sur le projet et sur vraiment donner envie de travailler ensemble. Et ensuite, la question de la conservation de ces espaces, comment donner à ces espaces assez de qualité et assez d'usage pour qu'ils restent ouverts. L'agglomération de Bâle, c'est quand même une agglomération qui grandit. Bâle n'a plus beaucoup d'espace ouverts pour construire. Donc ici, la problématique, c'est quand même comment est-ce que j'arrive à garder ces espaces ouverts, par quelle qualité de projet j'arrive à conserver ces espaces ouverts. Et puis après, il y a la question de la qualité des espaces paysagers et des espaces ouverts dans les projets d'urbanisme. Comment est-ce que j'arrive à avoir des espaces public d'une assez grande qualité pour que la densification autour soit acceptée. Ce sera notamment une thématique sur le grand projet du Dryland. Comment faire accepter donc, des immeubles qui sont quand même des tours, il n'y en a pas beaucoup à Bâle, le faire accepter par des espaces publics d'une qualité assez importante. Quelques images simplement si vous ne connaissez pas l'agglomération trinationale. Donc ici on voit bien les paysages, et notamment c'est les paysages sur lesquels on travaille, sont tout aussi bien des paysages collinaires autour de Bâle, le Jura, les Vosges, etc. Donc là on a des projets là-haut, que vraiment de la nature en ville. Bâle, c'est une ville très très verte avec une qualité des espaces publics assez importante. On travaille beaucoup aussi le long des rivières, notamment rivières et fleuves, notamment le long du Rhin, qui est quand même aujourd'hui un espace public à part entière à Bâle. C'est quand même le gros fleuve qui traverse la ville. Il y a énormément d'usages associés à ce fleuve. Et puis, après, ici, ça c'est une image illustrant bien un peu cette agglomération trinationale. Ici, là, vous êtes en Suisse, ici vous êtes en Allemagne, en face il y a Bâle. C'est un parc national, un parc qui est géré de façon binationale. C'est le premier en Europe où il y a eu une planification binationale entre la Suisse et l'Allemagne pour la gestion de ce parc. Aujourd'hui, là j'ai pas de carte, mais c'est vraiment le Central Park de Bâle. C'est un très grand espace ouvert au sein de l'agglomération trinationale. Et ici, il y a quand même toute une question de conflit d'usage, de pression urbaine sur les franges de ce parc. Et donc, on a un projet assez intéressant pour ce parc, pour le conserver et le développer. Le champ thématique ville. Donc, ici, en fait, la question principale, c'est la mobilité et la densification le long des axes d'urbanisation. On utilise vraiment le projet de mobilité comme moteur du projet urbain. Donc, il y a tout d'abord la question de la mobilité au-delà de la frontière. Là, il y a des frontières, le tram s'arrête. Vous connaissez sûrement peut-être la problématique à Saint-Louis. Il faut passer la frontière à pied. Le tram ne continue plus. Aujourd'hui, c'est un projet IBA de faire continuer en fait ce tram à Saint-Louis. Et une autre problématique, donc, l'utilisation de ces projets de transport pour faire muter des sites industriels éventuellement plus utilisés ou des sites qui ne sont pas encore très denses pour ici y construire la ville et ne pas ouvrir de nouveaux sites à l'urbanisation. Donc ça, c'est vraiment le moteur des projets urbains par la mobilité. Et enfin, vivre ensemble. Donc, la problématique qui est donnée par notre sujet et puis par notre localisation territoriale. Ici, on a plusieurs thèmes. Dans Vivre ensemble, il y a la requalification des sites industriels. Donc, il y a une mise en réseau de pas mal de sites industriels. Et puis, il y a la problématique assez intéressante des usages intermédiaires pour commencer à faire vivre ces sites industriels. Vivre ensemble, c'est aussi créer des infrastructures permettant de relier simplement deux pays et de faciliter les échanges. Créer des lieux de vie partagés. Je vous montrerai un petit projet après qui travaille là-dessus. Et puis, améliorer la mobilité, notamment dans le cadre des transports doux. Donc je vais dans le domaine des projets de paysage, je vais vous présenter le projet le long des rives du Rhin. C'est un projet qui est modèle, on va toujours commencer par le caractère modèle des projets, pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'IBA. Alors c'est modèle d'une part parce qu'on travaille sur 80 km avec 3 pays le long d'une vallée. Donc je crois, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas encore de projet à cette échelle-là, trinational, le long d'une vallée, qui cherche en fait à développer une unité. Notre objectif dans ce projet-là, je peux vous le mettre là, c'est vraiment de présenter ce territoire ici sans frontières en tant qu'une unité, un nouveau lieu, qu'on parle du coup de Rhénan ou qu'on parle
du côté alsacien, on veut vraiment présenter une unité. Donc on a des actions à long terme, là vous voyez, créer un territoire partagé avec les questions d'accessibilité, les questions de traversée du Rhin, il n'y en a pas énormément. Aujourd'hui c'est un espace qui est très apprécié mais peu fonctionnel quand on part du côté allemand et français parce qu'il y a très très peu de traversées. Et il y a la question de l'aménagement ciblé donc, de ce territoire pour en faire réellement un lieu de vie. Donc, on avait lancé une étude, et puis juste pour vous montrer donc, comment est-ce qu'on communique aussi sur nos projets par rapport au grand public. On avait lancé une étude il y a 3 ans. Ce projet, il s'appelle maintenant Rhin mon amour, parce qu'il nous fallait une image, die Rheinliebe, qui fonctionne aussi en allemand, en français. Et alors, au début, tout le monde souriait un peu de l'image, mais finalement, ça a été très bien repris dans les journaux, ça a été très bien accepté, parce que ça parle beaucoup. Dans cette étude, il y a eu une identification de différents types de paysages. Il y a le Rhin séducteur, c'est le Rhin dans lequel on peut se baigner. Ça, c'est à Bâle. Du côté français, on ne peut pas. Donc il y a vraiment se percevoir, sentir, pouvoir profiter de l'eau. On va associer nos projets à chaque fois en fait, à ces différents types de paysages. Donc ici, le Rhin séducteur. Il y a ce qui s'appelle l'amour à distance, donc les coteaux et points de vue. Je préfère le dire en allemand à chaque fois parce que moi, je l'entends moins, l'amour à distance. Ça fait un peu bizarre en français. Donc, coteaux et points de vue. Donc ici, c'est tout pas mal de projets. On a des communes en fait qui sont sur des plateaux au-dessus du Rhin et qui veulent notamment développer des très beaux projets immobiliers. Donc là, il y a des questions en fait de développement de projets sur ces coteaux. Le Vieil Amour, donc c'est les anciens bras du Rhin. Ici, c'est une réserve naturelle d'intérêt national, la petite Camargue alsacienne. Donc il y a aussi la question en fait de ces espaces. Vous voyez la ville qui vient jusqu'au bord et puis après vraiment la conservation de ces espèces naturel. Et un thème très intéressant qu'on retrouve du coup, que ce soit tout aussi bien dans le paysage ou dans le thème vivre ensemble, donc la question des sites industriels. Le long du Rhin, il y a énormément de sites industriels qui bloquent l'accès au Rhin. Et aujourd'hui, l'IBA a initié un travail en fait avec ces sites industriels pour réfléchir à du donnant-donnant, pareil. Si on leur fait des propositions pour réaménager leurs sites industriels qui ne sont plus de la production mais qui sont aujourd'hui du bureau, ça veut dire retourner les sites industriels vers le Rhin, est-ce qu'ils n'accepteraient pas de nous donner un petit chemin le long du Rhin pour qu'on puisse travailler sur notre idée d'accessibilité et de continuité. Donc voilà, sur la base de ces différents types de paysages, on a réfléchi à des projets, on a défini des qualités en fonction des différents types de paysages. Voilà, un Rhin accessible, ça veut dire ça et ça. Un Rhin visible, ça veut dire ça et ça. Puis on arrive sur des idées de projets comme ça. Donc on reste sur on est très simple. Sur 80 km, l'IBA a initié quand même ce groupe de projets, ça j'ai pas dit. C'est nous qui l'avons initié, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de crédit intégré à l'avance pour ce projet. Donc aujourd'hui, on est quand même sur de la mise en œuvre, on va rester sur quelque chose de très simple avec pas des montants énormes. Après, les petits projets IBA appartenant au groupe, eux, ont des investissements plus grands. Donc voilà, l'amour à distance, donc comme je vous disais, les points de vue, la requalification de sites industriels. Et puis, toujours donc, cette idée de communication, d'intégration de la population dans le projet. On a fait, je peux vous montrer, on a fait pas mal d'expos, on a fait des conférences sur le sujet. Ici, vous avez des élus, vous avez des responsables de sites industriels. On a fait aussi travailler avec les enfants. On a fait pas mal de visites guidées et de communication, on avait créé des brochures et on s'est rendu compte que finalement le projet était bien accepté et pour nous, pour une IBA portée de façon politique, c'est la base, de tout, sinon on ne peut pas travailler. Évidemment, tout ça s'est réintégré dans le groupe de travail. Là, vous avez des représentants du groupe de travail, donc toutes les réflexions qu'on a eues avec la population, on les a réintégrées. Puis aujourd'hui, donc on se lance début 2014, là, dans les questions portage, financement, affinement des mesures, on est en train de définir le programme de travail et puis on va lancer les premières réalisations. Ici, l'histoire de la dramaturgie, très très important pour nous. On n'a pas de carotte, pas de bâton. On est la première IBA qui ne peut pas payer des projets. On est cofinancé et financé de façon publique. Les autres IBA pouvaient porter des projets, pouvaient payer la réalisation de projets. Nous, on ne peut pas. Donc on s'appuie énormément sur cette dramaturgie IBA pour dire, regardez, si vous atteignez ça jusqu'en 2016, on pourra le montrer, vous serez présenté comme la commune modèle pour l'aménagement au bord du Rhin. Pour l'instant, ça avance, ça a déjà bien marché sur 2013, on espère que ça continue comme ça. Donc il y a ce grand projet le long des 80 km et puis dedans, j'ai 6 projets en fait locaux qui vont présenter de façon modèle ces idées. Donc ici, par exemple, je les passe vite, on a une petite commune du côté allemand, Bad Bellingen, qui est là, qui voudrait bien aller vers son Rhin, en faire un Rhin séducteur, un Rhin où on peut se baigner, etc. Le seul problème, c'est qu'ici, on a une autoroute et puis une ligne de chemin de fer. Donc là, il y a une question de développement et de réflexion sur le développement de cette commune.
On a des projets beaucoup plus en centre urbain ici. On est sur un cheminement piéton-vélo, sur un ancien site qui n'était pas avant accessible au public, c'était un ancien port. Et on va pouvoir passer maintenant directement à pied de la Suisse à la France, qui est là où je me trouve. On a des projets en fait, de développement urbain au bord de l'eau. Celui-là, j'y reviendrai pour vous montrer aussi le lien entre nos différents champs thématiques. On a certes séparé en paysage, ville, vivre ensemble, par contre tout est complètement associé. Donc là on est sur une commune aussi du côté allemand qui voudrait construire ici au bord de l'eau. Là c'est le moment où l'IBA pose un peu son regard critique et dit vous êtes sûr là que ce ne serait pas plutôt là qu'on veut construire. Donc on a aussi ce jeu un peu de conseils sur des communes qui ne sont pas énormes par rapport à Bâle. Là vous voyez un peu les rapports d'échelle, on est quand même sur des communes avec des services qui n'ont pas énormément de moyens pour développer des grands projets urbains. Là, peut-être une commune qui avance assez bien. Donc ici, on est entre Rheinfelden, l'allemande, et puis ici, on est Rheinfelden, une ville suisse. C'est deux villes qui ont une histoire de coopération transfrontalière très longue et qui se sont dit, bon, on a pas mal d'espaces verts le long de l'eau, on va faire un nouveau centre-ville commun. Donc là, c'est le projet IBA Model. Vraiment, on est sur du transfrontalier, sur vraiment un nouveau lieu de vie en commun dans le thème du paysage. C'est une commune qui réfléchit aux traversées sur le Rhin. Si on veut faire un nouveau centre-ville transfrontalier et fonctionnel, il faut des traversées. Et c'est surtout, je voulais le montrer, c'est une commune qui a très très bien compris l'importance de l'IBA. Ils traitent le thème du paysage, le terme des nouveaux espaces de vie, et ils vont également retraiter en fait leur gare. Donc on associe aussi ici la question de la mobilité. On peut très bien s'imaginer, pour que vous compreniez un peu à quoi ça peut ressembler notre exposition en 2016, que cette commune soit la commune qui montre en quoi l'IBA aide une agglomération trinationale à se développer sur 10 ans, si cette commune arrive en 2016 à montrer un centre-ville modèle transfrontalier. Voilà. Et après, on a encore dans ce groupe Rive du Rhin, on a des associations qui pour nous sont très importantes pour toujours le lien à la population et puis pour toucher un public assez large et puis avoir pour nous des feedbacks sur le projet. Le projet des gravières, donc le deuxième projet dans le cadre du thème paysage. Donc encore une fois, pourquoi est-ce que ce projet est modèle? Pourquoi est-ce que je vous le présente? Ici, les gravières, c'est un sujet très important le long du Rhin. On le connaît aussi ici, plus vers le nord de l'Alsace. Il y a à peu près 50 gravières dans l'agglomération trinationale au bord du Rhin. Et il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait de ces paysages qui sont créés, qu'est-ce qu'on en fait quand le graviériste s'en va et est-ce qu'on ne voudrait pas les requalifier et en faire un nouveau paysage de lac. Il y a aussi quand même l'idée que Bâle est une des seules grandes villes de Suisse qui n'a pas son lac. Il y avait à un moment une idée de développer donc, des lacs pour la grande ville de Bâle. Donc voilà les 50, là elles n'y sont pas toutes, mais toutes les gravières en fait le long du Rhin. C'est transfrontalier parce que à long terme il y a quand même l'idée de relier ces gares ou de relier ces gares avec de relier ces gravières grâce aux gares développées dans le cadre de l'IBA. Voilà donc les potentiels, je pense que vous connaissez pas mal de projets de requalification de gravières. On a des potentiels de tourisme, de détente de proximité, de nature, etc. Et aujourd'hui, donc, actuellement, ça ressemble à ça. On a des gravières en Allemagne. Donc, les gravières en Allemagne ne sont pas en eau. C'est dans la législation. Donc, on a des gravières en Allemagne ici au port des villes. On a des gravières en France qui ressemblent plutôt à ça, par exemple. Et on a initié une étude. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Parce que le projet là que vous voyez, il est à très long terme, 50 gravières, une liaison par les gares, etc. On a commencé par un projet pilote. Et ce projet pilote, il est assez intéressant parce qu'on est dans du partenariat public-privé binational. C'est quelque chose qu'on a eu un peu... C'était pas facile à lancer au début parce que, comme vous voyez là, que ce soit déjà au niveau de l'étude et après au niveau de la réalisation, on travaille avec les collectivités territoriales suisses et françaises, mais aussi avec le graviériste présent sur site, avec l'hôpital suisse qui a des terrains en France, etc. Donc on a vraiment impliqué tous les acteurs et c'est dans ce sens-là où il y a un peu la plus-value IBA pour ce projet. Ce n'est pas simplement la requalification de la gravière. Sur la coopération, ce qui a été très important, c'est que, là on ne les voit pas, mais on est quand même sur un territoire, en fait ici on est en France, ici on est en Suisse, etc. On est sur un territoire énormément contraint, et vous connaissez peut-être la problématique des frontières. Une fois que la frontière s'arrête, je ne planifie plus, ce qui signifie qu'à ma frontière, je mets un peu tout ce qu'on n'aurait pas énormément envie d'avoir ou des choses comme ça. Et puis surtout, chacun planifie sans regarder chez l'autre. Donc ça, c'est un plan qu'on avait présenté au groupe tout au début, en leur disant, mais vous êtes sûr, c'est un des derniers beaux espaces ouverts qui restent, vous êtes sûr que vous voulez y mettre une route, un contournement, des sites industriels, etc. Et là, c'est la première fois en fait que les élus ont eu devant les yeux l'avenir de ce territoire qu'ils n'ont jamais planifié ensemble, parce que ce n'est pas leur compétence,
parce qu'en vrai, ils n'ont pas de raison d'aller planifier chez l'autre, et vraiment donc montrer cette coopération. On l'a fait à toutes les échelles, hein, la question écologique, la question des transports, etc. Et on est arrivé donc sur un scénario partagé. Partagé pourquoi? Parce que ici vous avez les gravières RITS, ils restent encore sur site un bon bout de temps. Donc on a fait un projet qui permet tout aussi bien aux graviéristes de rester, aux industries de se développer, aux questions paysagères d'avoir lieu, etc. Donc là, c'était plus que sur la qualité architecturale ou la qualité de production du projet, on est vraiment sur la question de la coopération et du faire ensemble. Et d'un autre côté, on est sur 240 hectares, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a la question du financement de ce parc. C'est énorme. Et sans les graviéristes, on ne peut pas lancer le projet. C'est pour ça qu'on a voulu les impliquer dès le début. Il y a des fonds de requalification quand ils referment leurs gravières qui éventuellement pourraient nous aider à développer le projet. Ici, de la même façon, par rapport à la thématique économique, on est sur des interventions assez simples, pas trop coûteuses, avec des choses comme ça sur les cheminements, etc. La requalification du site industriel, ici c'est des images sur site, on dirait un château, enfin c'est quand même un patrimoine industriel qui est assez intéressant à conserver. Et puis toute la question de l'écologie, et puis de l'éducation à l'environnement avec différents types de nature, et puis des équipements, que ce soit tout aussi bien des fermes pédagogiques, etc., que du logement et des sites de bureaux au bord du parc. Je passe un peu, il y a beaucoup de diapos. Voilà, donc maintenant je vais passer à la présentation des projets de ville. Donc comme dit ici, la question vraiment des projets de mobilité comme moteur du développement urbain, notamment le tram 3 à Saint-Louis, j'en ai parlé. Donc ce tram 3 qui aujourd'hui ici va dépasser la frontière, va aller de Bâle à la gare en fait SNCF de Saint-Louis qui est ici. Ici, le gros enjeu de l'IBA, c'était d'utiliser ce projet de développement, ce projet de mobilité comme projet de développement urbain. L'IBA a lancé puis suivi une étude en fait de densification autour de ce quartier. La plus-value IBA ici, pourquoi est-ce que je vous le présente? C'est parce que, notamment grâce à cette étude, on permet et on pousse en fait le projet pour rentrer dans le programme d'agglomération. C'est un programme financé par la Suisse en fait pour les grandes infrastructures, et le tram 3 est éligible mais n'avait pas encore la qualité pour devenir le premier projet éligible pour avoir de l'argent tout de suite. Et notamment l'idée était de lancer cette étude pour montrer qu'il y a vraiment une volonté de faire un projet plus que de transport, plus que d'infrastructure, et pour développer réellement l'agglomération trinationale de façon concertée. Le projet j'allais le dire en allemand, d'électrification de la ligne du Rhin supérieur, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc là, on est pareil sur un projet en fait très technique de l'électrification. Dans un premier temps, on se demande vraiment ce que ça a à voir avec l'IBA. Donc il y a déjà le côté transfrontalier, il y a une mise en relation des différentes lignes de TER, français, Allemagne. Et puis ici, on est du côté allemand et suisse. Donc il y a ce côté trinational. Et pour nous, ici, ça a de nouveau été la base, c'est le projet technique de mobilité pour faire du développement urbain autour de la gare. Je voulais vous présenter celui-là parce que ça, c'est une autre façon de faire aussi de l'IBA. Ici, on a travaillé avec le laboratoire des universités. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais on travaille avec énormément d'instituts d'universités pour défricher, trouver des idées. C'est vraiment pour nous vraiment un vivier d'idées assez intéressant, le laboratoire des universités qui est aussi trinational. Et par exemple, on initie souvent des études en amont, quand les communes n'ont pas trop envie, quand ils n'ont pas encore d'idées, etc. Donc on initie ça, notamment avec l'école dans laquelle on est accueilli ici, aujourd'hui l'ENSAS et puis l'ENSA de Saint-Étienne. Il y a eu une première analyse donc, du site, un état des lieux, que les communes n'étaient pas prêtes à faire. Donc, nous, on a lancé ça par le laboratoire des universités, financé par l'IBA du coup. Donc on est arrivé à ça, à des premières idées, et notamment ce qui est très important, c'est que cette étude étudiante nous a permis quand même de convaincre les communes qu'il était important de faire une étude ensemble, de payer une étude ensemble, de porter quelque chose de façon, là, ici on est du côté allemand, mais de façon commune ensemble. Et la question ici, c'est sur la densification, donc juste le lien entre ville et les paysages. Ici on est sur ça pourrait être la commune que je vous ai montré au bord du Rhin, où j'ai dit, oulala, est-ce qu'on veut vraiment densifier au bord du Rhin. Cette étude, elle montre ici que les communes peuvent, pratiquement toutes celles qui sont le long de la ligne d'électrification, là, peuvent en fait atteindre leur objectif de développement en urbanisant à l'intérieur, en urbanisant sur des sites industriels, en urbanisant dans des dents creuses, etc. Donc ici, on fait aussi le lien entre nos deux champs thématiques, où moi, j'espère que cette étude pourra m'aider à dire à la commune que non, on ne va pas construire au bord du Rhin. Voilà, rapidement, j'ai encore 2 minutes. Vivre ensemble, donc le gros projet, donc Vivre ensemble, je vous l'ai dit, c'est soit des projets transfrontaliers par nature, par leur localisation,
Ici, on est sur le grand projet du Dryland. Peut-être vous avez déjà vu un peu des images. Il y a pas mal de discussions à Bâle par rapport à ce projet. C'est un projet très très politique. Ici, on est donc ici vous avez la France. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, la France, pardon. Ici, l'Allemagne, et puis là, on est sur une île qui est en Suisse. Donc actuellement, je n'ai pas mis d'image actuelle, mais ici, c'est le port de Bâle, donc c'est un site industriel avec pas mal d'infrastructures de transport, etc., pour les bateaux, le train. Et il y a l'idée, en fait, de développer un nouveau quartier transfrontalier. Là, c'était les premières images qui ont été faites, premières images pour que la population discute, pour qu'on voit un peu comment le projet va être pris, pour qu'aussi les élus discutent entre eux. Du côté français, ils n'étaient pas tout à fait convaincus par l'espèce d'arc de triomphe et de machin qu'on leur avait mis sur le côté français. Mais ça a initié du débat et c'était très important au niveau transfrontalier. Aujourd'hui, ça fait maintenant 4 mois ou 6 mois qu'il y a un bureau d'études, en fait, le LIN avec Finga Apple qui travaille sur le master plan au niveau transfrontalier, trinational. Et l'IBA a notamment un rôle à jouer sur la question de la qualité du trinational, mais aussi sur la question des espaces publics, qui pour l'instant n'est pas du tout prise en compte de façon trinationale. Et là, comme dit, j'ai le groupe là, de projets le long des rives du Rhin. Il y a un groupe de projets le long de la Vise qui vraiment touche en fait, à tous ces espaces publics dans le projet du Dryland. Donc on espère qu'on arrivera à bien travailler de façon transfrontalière. Quartier DMC, donc ça c'est dans la thématique Vivre Ensemble, c'est la thématique des sites industriels que je vous ai présenté avant. Le quartier DMC, vous le connaissez peut-être, ils ont eu pas mal de prix au niveau national en France pour la planification, etc. Ce que l'IBA a fait, c'est ici mettre en réseau donc, ce projet quartier DMC qui a été déposé à l'IBA et un groupe, en fait, notamment une école de design en fait, à Bâle, qui est venu occuper de façon pionnière ces locaux, des locaux qui n'étaient pas du tout aménagés. Ils ont aménagé eux-mêmes, vraiment, tout ce qui était électricité, etc., les locaux. Et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui s'est initiée. Il y a pas mal d'artistes qui veulent venir. On est un peu dans une nouvelle façon de faire de la programmation urbaine, aussi dans cette question de période où les communes n'ont pas énormément de moyens pour requalifier tout ça, trouver des nouveaux partenariats, des nouvelles personnes prêtes à s'engager pour la requalification de tels sites. Et après, c'est pour vraiment vous montrer toute la palette, un petit projet, donc on est sur des projets plus petits. Ici, c'est une application iPhone qui fonctionne sans Internet, c'est hyper important dans l'agglomération trinationale, et qui suit votre parcours, qui vous dit, voilà, vous pouvez aller à pied ici, à vélo ici, etc. Ça, c'est un projet qui avait également été initié dans le cadre de l'IBA. Et voilà, donc pour vous montrer un peu toute la diversité des projets. Pour conclure, donc, je reviens juste rapidement sur la dramaturgie. Actuellement, 2014, on rentre dans le suivi de projet. J'espère que la prochaine fois qu'on aura le droit de faire une conférence, on pourra vous montrer des images de chantier, des images de projets avancés. C'est vraiment l'idée jusqu'en 2016 pour arriver à notre présentation finale en 2010. Alors, c'était sûrement un peu vite. J'ai présenté 6 projets sur 43. Comme dit, ce soir, il y a l'exposition, donc le vernissage à 19h. On a des ateliers. Avec mon collègue, on est là pour des questions. Je crois qu'on a un temps de questions maintenant, donc on est prêt en fait à répondre à tout ce qui pourrait ne pas encore être très clair, parce que j'ai dû aller un peu vite sur l'IBA Bâle. Voilà, merci beaucoup. Oui. Je pense qu'on vous entend, non ? Il y avait un directeur à IBA Basel, il n'y en a plus. Est-ce que c'est une fonction qui est destinée à ne plus exister ? C'est une première question. J'en ai une deuxième, je m'arrêterai là, bien sûr, j'en aurai plein d'autres. Mais, le moteur de cette agglomération trinationale, historiquement, ça a été l'Euro Airport, qui d'ailleurs reste une locomotive de développement. Et spontanément, comme ça, on s'attendrait à le voir également dans le paysage des projets. Bien sûr. Alors, on va faire la première question, comme ça après on passe sur du positif. Donc la première question, comme je vous ai présenté, on avait une première phase, 2010-2013, on était dans beaucoup de com, etc. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, un nouveau profil. L'équipe s'est modifiée, on a un changement de directeur, parce que, voilà, pour des raisons de changement de phase, etc. Nous, on est resté aujourd'hui, on représente l'IBA en tant que co-direction intérimaire, mais on a une nouvelle direction qui arrive rapidement, là, en mars, avec un autre profil. Donc on a une direction qui va s'orienter vers le marketing, ce qui est très important comme je vous l'ai présenté à l'IBA, et puis nous on conservera la partie projet. Je fais un petit appel aussi, on a ouvert un poste pour un archi à partir d'avril si quelqu'un est intéressé. On est en train de remonter l'équipe
pour vraiment rentrer dans cette phase de développement de projet. Puis on ouvrira un 4e poste bientôt. Donc voilà, on continue à développer et puis la direction se rend vers marketing, communication qui va être quand même une étape très importante et où il nous faut quelqu'un de professionnel là-dedans. La deuxième question, donc l'Euro Airport, c'est une très bonne question. Donc il y a déjà un projet que je n'ai pas présenté où l'Euro Airport est présent, c'est la tour. Dans les catalogues de projets, après vous pourrez le prendre. En fait, la tour de l'Euro Airport est un projet qui a été déposé à l'IBA. On a mené en collaboration avec l'Euro Airport et le canton de Bâle-Ville un concours d'art. En fait, pour requalifier cette tour, c'est une artiste américaine, Pay White, non ouais. Qui a gagné le concours. Et en fait, l'idée, c'est de mettre sur cette tour des montres. C'est ce côté intemporel du voyage. On rencontre des montres dans les gares, dans les aéroports, partout où on va. Et puis, c'est une montre en plus qui est psychédélique, qui bouge. Ah bon. C'est difficile d'expliquer le projet qu'on n'a pas porté, mais c'est une montre psychédélique qui bouge et c'est vraiment une remise en valeur de ce point d'arrivée quand on rentre dans l'agglomération trinationale de Bâle. Après, je pense il y a un autre projet auquel vous faites référence, c'est le raccordement ferroviaire. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment en parler. Le raccordement ferroviaire, c'est évidemment un très, très gros sujet, que ce soit aussi pour l'agglomération trinationale, etc. La seule chose qu'on peut dire, c'est que nous, en 2014, on ouvre à nouveau les portes pour les projets et qu'il va y avoir toute une discussion sur quel projet on prend, quel projet on ne peut pas prendre dans l'IBA. Rien n'est fermé. Et peut-être... Ouais. Oui, tout à fait. Bien. Alors peut-être pour répondre à votre question, bien sûr on est conscient de cette étude qui ont été menées dans le cadre de l'Eurodistrict trinational de Bâle. Ensuite, ces études ont été reprises par des différentes collectivités et il y avait la question comment les mettre en œuvre. Il y avait des différentes parties, des différents secteurs dans ces études. Une partie a été repris dans le cadre du projet du tram 3 qui va jusqu'à la gare de Saint-Louis et nous sommes en train de la concrétiser dans le cadre du développement autour de ce tram. La deuxième partie n'était pas encore prête quand nous avons lancé l'appel à projet en 2011. C'est la partie au nord, Technoport et tout le secteur entre l'autoroute Saint-Louis et l'aéroport. Et voilà, c'était pas encore prêt. On était en contact dès le début de l'IBA avec l'aéroport. Et voilà, c'est là où on en est. Et nous allons organiser des workshops pour mettre autour sur la table les différents secteurs qui ont fait partie de cette étude. Voilà. D'autres questions? Bonjour, moi je voudrais savoir quels est les critères. Vous avez parlé d'un label IBA, je crois. Donc les critères qui rendent éligibles les projets, et puis du coup une question associée, c'est qui se trouve dans le comité scientifique, cet aspect-là. Alors sur les critères, donc comme vous avez dit, l'objectif c'est l'obtention de ce label IBA. On a 3 grands critères: la qualité, je vous explique après, la faisabilité, et puis financement. Qualité. Oh là là. Ouais, dimension transfrontalière. C'est tellement dedans que je l'oublie. Voilà. Donc le transfrontalier. Après, donc transfrontalier, c'est facile à analyser. Faisabilité, on a les moyens, on ne les a pas. La question de la qualité, chez nous, c'est quand même quelque chose qu'on développe au fur et à mesure. Je ne peux pas vous citer de critères parce que vous avez vu, on a 43 projets. On n'a pas fixé de critères pour les 43 projets. Aujourd'hui, donc, la qualité, elle avance au fur et à mesure avec le comité scientifique. Les projets sont suivis régulièrement, à peu près tous les 3 mois. Et le comité scientifique dit avancez dans ce sens-là et dans ce sens-là, vous allez évoluer, etc. Aujourd'hui, on arrive quand même à une limite de cette démarche-là. On s'en est rendu compte, on en a discuté il n'y a pas très longtemps et on est en train de le mettre en œuvre. On va quand même, je pense, développer des conventions par projet où on écrit noir sur blanc quelle qualité à atteindre pour obtenir quel statut. Parce qu'on est un peu dans un flou, ça a été initié comme ça pour rester très libre et très ouvert parce qu'on avait trop de projets diversifiés. Aujourd'hui, on a du mal à avoir encore... à convaincre les élus de continuer à avancer parce que souvent notre comité scientifique veut faire bien, très bien, encore mieux. Ce qui fait que quand on a atteint quelque chose, ils disent « Ah, mais si vous faisiez ça encore en plus, peut-être après on pourra vous labelliser. » Et ça devient difficile à porter au cours du temps en fait. Donc on va modifier un peu cette façon de travailler. Et puis dans le comité scientifique, donc, il est composé par 7 personnes.
Du côté français, c'est une archi, Madame Françoise Hélène Jourda, qui est au sein de notre comité scientifique, donc qui est assez connue, et qui notamment est aussi prof à Vienne, donc elle a aussi ce côté bilingue, etc. C'est obligatoire chez nous, parce qu'on ne peut pas traduire quand on est en réunion de travail. Sur l'aménagement territorial, donc on a Angelus Heisinger, il était à Hambourg, professeur à Hambourg, et il est maintenant responsable de l'aménagement de la région de Zurich, donc en Suisse. Économie, on a Alain Tierstein, professeur également. Sur l'art, on a Peter Pakesh, qui était responsable de la Kunsthalle à Bâle et qui est maintenant en Autriche. Qui est-ce qu'on a encore? Martina Löw sur la sociologie, donc qui est une sociologue assez connue en Allemagne. On a Maria Lezzi sur l'aménagement du territoire aussi, qui était initialement en fait responsable de l'urbanisme au canton de Bâle-Ville et qui est maintenant responsable de l'art, donc c'est le ministère pour l'aménagement du territoire en Suisse. Donc elle est à Berne au niveau national. Et il nous manque quelqu'un, Madame Baus, donc, qui est sur les problématiques de mobilité particulièrement, puis qui est journaliste critique en architecture, une Allemande aussi. Voilà. J'ai répondu un commentaire, les professions comme écologie, c'est pas représenté. Alors, le comité scientifique, il a été créé avant l'appel public à projet, ce qui fait qu'il a été créé avant que les thèmes soient définis. On n'avait pas pensé que le paysage prendrait une dimension à ce point. Il y a 19 projets de paysage sur les 43, donc c'est quand même un très très grand domaine. Et c'est vrai, il n'y a pas eu de paysagiste. Il y a eu une demande à la suite de notre premier congrès de paysage, parce qu'on a quand même réussi à fédérer les 3 fédérations de paysagistes des 3 pays. Il y a eu une demande de complément de notre comité scientifique par un paysagiste qui n'a pas été accepté. Mais on a chez nous monsieur Angelus Heisinger qui comprend quand même pas mal de choses à cette thématique et qui me suit moi et mes projets là-dessus, et je pense qu'il est aussi très très bien accepté au niveau politique et au niveau des gens, donc pour l'instant ça passe très bien. Alors, bonjour, je crois j'ai pas tout compris parce que c'était très très vite pour un petit Allemand, mais quand même j'ai une question. Alors je crois que vous avez parlé de 3 millions d'euros pour 3 années, c'est ça? Et la question c'est très simple, c'est pour qui et c'est pour quoi faire? Alors une question de l'organisation, quoi. Willst du auf Deutsch direkt antworten oder soll ich? Les autres combattants aussi. Alors peut-être les 3 millions d'euros pour cette phase de lancement, je le fais quand même en français, lentement, avec accent. Donc les 3 millions d'euros ont été utilisés d'abord pour qualifier les projets IBA. C'était un des enjeux principaux de choisir et définir les projets possibles IBA. Et nous avons utilisé ces moyens pour financer les études que Salomé vous avait montrées tout à l'heure. Ça, c'était une certaine partie de ce budget. Ensuite, on avait une partie sur la communication, la présentation de projets qui a eu lieu l'année dernière. Et ensuite, bien sûr, surtout les frais de fonctionnement de personnel, etc. Donc, nos salaires, etc. Donc, ça, c'est le budget. Mais notre budget, ça, c'est le budget des dépenses. Ensuite, nous sommes financés par des collectivités territoriales et subventionné par le programme de l'Union européenne Interreg pour la coopération transfrontalière. Donc notre budget de base est divisé en 19 différents participants à ce budget. Voilà. Oui, Tout à fait, genau. Es geht das IBA-Büro und alle Tätigkeiten. Aber das heißt auch, dass nicht wir für die Projekte zum Beispiel nicht die kompletten Studien bezahlen können, sondern immer nur einen Anstoß geben zur Finanzierung von Studien. Je le fais encore en français. Donc, c'est vrai, c'est pour le budget, le bureau IBA lui-même, mais aussi pour financer des études que nous finançons très très rarement entièrement. Nous utilisons notre argent pour initier des études et des cofinancements de l'autre côté par des collectivités, par exemple. Salomé, tu nous avais dit dans ton propos introductif que la démarche ne se situait pas tant dans la planification que dans une démarche de concrétisation de projet. Néanmoins, dans ce qu'on perçoit,
j'aurais tendance à dire que l'IBA pourrait presque apparaître comme une espèce de structure de planification, puisque l'appel à projet et les expertises en fait, qui sont liées à travers les comités scientifiques ou d'autres, on voit bien qu'il y a des corrections. Enfin, toi-même, dans ton propos, à un moment donné, tu dis on va pas urbaniser le long du Rhin, on va essayer de travailler dans l'enveloppe urbaine, etc. Donc on voit bien là qu'il y a une parole d'expert, qu'à la limite, ça relève presque de la planification, mais que le grand enjeu, et là je fais le parallèle avec d'autres agglomérations, y compris celle de Strasbourg, on n'a toujours pas réglé, à mon sens, là, peut-être ouvert les débats avec quelques représentants du milieu de la planification, de l'urbanisme opérationnel, celle de l'échelle, c'est-à-dire qu'on, en tout cas en France, cette longue tradition de la planification à l'allemande, je dirais, où les cadres institutionnels et de planification sont stabilisés depuis 20 ans, on ne court pas après constamment en train de changer les modes de gouvernance, les territoires d'investigation. Mais là, néanmoins, à cause des frontières, j'ai l'impression que l'IBA joue le rôle un peu d'une super structure de planification qui, justement, dépasse les entités nationales pour reposer l'ensemble des problématiques. Alors, on voit bien, c'est très court, sur les 44 projets, on peut aller plus loin, mais à l'échelle de l'agglomération, c'est-à-dire on s'affranchit des échelles communales, des échelles nationales, et on repose la question des réseaux, des mises en réseau, des grandes thématiques, à l'échelle territoriale où elles doivent se traiter. Et c'est vrai que, juste pour finir, en faisant le parallèle avec Strasbourg, je pense qu'on est passé du PLU des communes à PLUI, etc. Mais on n'est peut-être pas encore suffisamment dans cette prise, je dirais, dans cet embrayage. Je pense que c'était une problématique qui a longtemps eu lieu à l'IBA. Moi, je n'étais pas encore là dans l'agglomération trinationale à ce moment, mais il y a l'Eurodistrict trinational de Bâle qui existe, qui est une structure ancrée et qui fait de la planification. Mais, comme tu dis, il n'y a jamais eu de document de planification transfrontalière qui s'impose. Il n'y a pas de PLU, comme chez vous le PLUI, un PLU intercommunal, il n'y a pas de PLU trinational. Il n'y a pas de SCOT trinational. Et donc, du coup, le contre-pied a été pris par le projet. Aujourd'hui, on essaye de montrer par une période vraiment très très courte, 10 ans, qu'on peut y arriver par le projet, qu'on peut faire de la modification des planifications, qu'on peut faire de la modification de l'échelle à laquelle on travaille. Et peut-être, dans l'idéal, peut-être qu'en 2020, on sera embauché dans la nouvelle structure qui fera de la planification. Non, mais peut-être qu'en 2020, on aura réussi à montrer que ça vaut le coup. Et peut-être qu'en 2020, il y aura une vraie structure qui planifiera à cette échelle-là. Ce qui serait quand même unique. Il n'y a pas de structure aujourd'hui qui fait du SCOT transfrontalier. Pour compléter, je veux dire, le débat en France aujourd'hui, il est quand même entre démarche réglementaire et démarche de projet. Ouais. Or là, on a une illustration que la démarche de projet peut remonter tout ça, et puis qu'à la limite, on peut s'affranchir, on verra au résultat, un peu de la règle, ce qui est vite dit, qui ne sera pas possible. Mais on voit bien là comment une démarche de projet peut réinterroger l'ensemble des catégories de réflexion de la planification sans passer par la règle ou par la norme ou par le découpage de zones. On le voit dans notre comité politique, donc on fait réfléchir, on dérange, clairement on dérange, on les fait réfléchir à leur planification, etc. Par contre, c'est vrai que le projet, dans la phase de lancement, on a pu vraiment laisser de côté planification, étatique, etc. Là, on rentre dans la mise en œuvre, c'est moins drôle, il faut quand même qu'on rentre dans le PLU, dans le SCOT, dans les riches plans, etc., les équivalents de notre côté, mais on sent qu'il y a quand même une réflexion qui commence à avoir lieu d'ici à 2020, j'espère, que pour réaliser concrètement des projets, il faut faire une modification de ces échelles de planification et de la question de la gouvernance. Est-ce que du coup la temporalité, la 2020, n'est pas tenable ? Pour moi, tu peux compléter, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se tenir parce que c'est la seule carotte et le seul bâton qu'on a. Leur dire, on y va jusqu'en 2020. Si vous loupez le coche maintenant, c'est loupé. On n'a pas les moyens pour inciter financièrement. On a cette exposition en 2020 et on veut y arriver. Tout le monde dit c'est trop court, 6 ans, mais il faut qu'on y arrive. Et les autres IBA, elles n'avaient pas des je pense que c'est je trouve plus des objectifs plus simples et elles ont quand même réussi en 10 ans à développer leur projet, quoi. Ou même moins. Voilà. C'est à Hambourg, il y avait 6 ans, il n'y avait rien de ces grands projets qu'on peut visiter aujourd'hui ou l'année dernière pour leur présentation finale. Ça, c'est vraiment très, très vite développé à la fin. Et je pense aussi un autre aspect de cette coopération transfrontalière, c'est pas forcément de passer dans ces différentes normes de planification, de trinationaliser les différents instruments qui existent, mais aussi d'avancer déjà sur des projets concrets. Et là, il y avait beaucoup de travaux qui ont été menés
dans le cadre de l'Eurodistrict trinational de Bâle. Et ces expériences ont montré que les projets transfrontaliers ont besoin toujours d'un accompagnement complémentaire et de continuité. On ne peut pas juste initier des études de faisabilité pour une première étape et après le projet marche de lui-même et il y a cette automotivation des différentes collectivités ou de partenaires. Il faut vraiment une sorte d'accompagnement qui rassure la réalisation et la qualité du projet. Une grosse AMO transfrontalière, parce que comme il dit, quand on a lancé l'étude, après, s'il n'y a pas la compétence de comprendre la langue du voisin, de comprendre la documentation, le projet il reste dans les cartons, comme ça a souvent été le cas dans le cadre de la coopération transfrontalière. Après la question sur l'Euroairport, qui a fatalement celle sur Novartis. Oui. Comment est-ce que Novartis va forcément rentrer à un moment donné dans le jeu de l'IBA, sinon ce serait un petit peu un échec? Alors là, de la même façon, on a un pied dedans, un pied dehors. Je vous ai montré le projet le long des rives du Rhin. L'image là du cheminement entre Bâle et Huningue, c'est avec Novartis. On travaille avec Novartis. On a ici, dans le groupe de travail donc, avec qui je travaille, on a le responsable des espaces publics du campus de Novartis qui nous aide à traiter. Novartis s'ouvre aujourd'hui sur la ville. Ils créent un nouveau bâtiment et ils vont faire un restaurant accessible au public. C'est déjà quelque chose. Le campus de Novartis, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est quand même un morceau de ville fermé. Ils ont créé leur ville dans la ville, ils ont leurs services, leurs médecins, etc. à l'intérieur. Et pourtant, c'est un morceau de ville qui, au niveau architectural, est assez qualitatif. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, ça rentre dans le cadre de l'IBA. Après, on essaye de frapper à toutes les portes. On va notamment organiser un nouveau congrès de paysage. C'est un fonctionnement qui a assez bien marché les dernières années. Et on aimerait, donc on va le faire sur le thème de l'économie en 2014. Et on aimerait éventuellement, aujourd'hui on invite Novartis à nous accueillir. Et puis après à réfléchir. Donc on souhaiterait réfléchir sur leur développement, le développement de ce campus au niveau de la question des paysages. C'est toujours une des grandes questions de comment on peut faire participer, comment est-ce qu'on peut travailler avec des grandes entreprises bâlois ou dans les trois pays. C'est pareil avec La Roche ou Vitra par exemple. Et ou avec Vitra, oui. Et pour eux, c'est particulier parce qu'il faudrait venir avec des projets très très concrets et des projets dont ils peuvent profiter. Donc, par exemple, avec Vitra, on a mis en place toute une coopération sur un des projets dans la thématique des paysages et ils ont participé également à la présentation des projets l'année dernière et il y a des perspectives de renforcer cette coopération avec cette entreprise-là et pour d'autres entreprises, on les connaît, on les rencontre parfois et peut-être un moment, comme par exemple dans le cadre du groupe des Rives du Rhin, cette coopération peut se renforcer. Je n'ai pas très bien compris. Sur les 43 ou 44 projets, est-ce que à la présentation du projet, est-ce qu'il y a les investisseurs ou les financements? À la présentation. Oui. Au départ, en fait. Dans l'état maintenant. Dans l'état maintenant, c'est l'organisation des projets que je vous ai présentés. Les candidats, on n'a pas encore les financements, clairement. Soit on n'a pas les financements, soit ils n'ont pas une qualité suffisante. Les prénominés, on a une qualité et on commence à avoir des financements. C'est vrai que sur tous les projets publics, pratiquement, qui ont été déposés, c'est quand même une grande majorité, on a beaucoup de projets publics. Il y a les crédits des collectivités publiques. Donc sur le projet en soi, on y arrive. Des fois, nous, on a demandé le côté transfrontalier qui, lui, n'est pas encore cofinancé. Il faut voir, en fait, où est-ce qu'on trouve les financements. Sur les projets privés, ça avance un peu plus lentement, mais on est en train de chercher pas mal de financements. Et cette question, en fait, de financement de projet, c'est notre grand... je trouve vraiment plus off-gab, il faut notre plus grande tâche en 2014. Aujourd'hui, on est en train de développer le programme de travail des projets avec liste des mesures, etc. À partir de l'été, on va en fait s'atteler, le bureau IBA, à trouver tous les fonds de financement disponibles, que ce soit au niveau communal, intercommunal, la région, et de façon transfrontalière, parce qu'on a quand même des petites collectivités qui n'ont pas accès à ces crédits européens, etc. Donc ce qui n'est pas encore cofinancé, on espère au moins que d'ici à fin 2014, ça soit clair. Parce que si on veut produire d'ici à 2016-2020, il faut que la question de la faisabilité soit réglée. Et pour compléter encore, pour des investisseurs privés, il faudrait aussi que les différents projets soient aussi mûrs pour accueillir des investisseurs. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient seulement des idées ou des avant-projets il y a 3 ans. Et nous avons
soutenu les projets et accompagné les projets pour qu'ils deviennent plus clairs. Et aujourd'hui, peut-être dans les années à venir, ils peuvent maintenant accueillir des investisseurs et on le voit très bien. On était à une soirée des investisseurs de côté Valois il y a 3 ans. On ne savait pas encore de quoi consiste cette IBA Basel et on n'était pas tout à fait si intéressant. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement avec des privés parce qu'on a des projets clairs, on a des quartiers autour des gares où il y aura un moment ou un autre des investissements qui vont être déclenchés. Donc ça arrive petit à petit et nous sommes en train de mettre en place des réseaux pour les accueillir. Monopoliser, mais la question du financement me paraît assez essentielle, comme vous avez déjà apporté un élément de réponse. Moi, je voulais juste dire que, par exemple, l'IBA Hampshire Park, derrière, les investissements du land entier ont été fléchés pendant 10 ans. Donc, c'est sûr que là, du coup, la question n'était pas forcément résolue. Mais elle fonctionnait un peu comme vous le dites. Il faut définir les projets, les labelliser en quelque sorte, pour après mettre les moyens sur ceux qui paraissaient les plus importants. Et là, la question, comme pour les grandes villes, Strasbourg en fait partie aussi, quand Strasbourg candidate à comme éco-cité ou éco-quartier, présente les différents éco-quartiers qu'elle a en portefeuille, entre guillemets, après elle va dans le salon international de l'immobilier, là, et le fait d'avoir une présentation claire et des objectifs clairs sur son devenir et son potentiel urbain à travers les projets qu'elle peut montrer, je pense que l'IBA Basel va participer un peu du même processus. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on est quand même à une étape intermédiaire où vos projets sont relativement visibles, lisibles. Maintenant encore, ils sont prénominés, ils ne sont pas encore labellisés complètement. Mais la labellisation, selon votre sens, d'après ce que j'ai compris, permettra effectivement de vous inscrire dans les grands réseaux, je dirais, de financement et d'investisseurs, sachant que il y a quand même aussi une puissance d'argent sur Bâle elle-même, ou en Suisse, qui sans doute attend aussi d'y voir plus clair et de mieux comprendre votre démarche, parce que c'est vrai que moi qui ai suivi la démarche depuis le début, au début, on était là. Aujourd'hui, on y voit l'intérêt aussi de faire cette présentation à ce stade d'étape d'avancement, c'est qu'on peut commencer à communiquer sur les premiers projets et on voit bien la structure et les intentions, et ça c'est important, Donc, et je pense que l'étape suivante, effectivement, ça va être le financement pour pouvoir enclencher la phase de réalisation dans les 6 ans qui restent, ce qui est peu, mais c'est vrai que ça peut aller assez vite après. Non, mais c'est ce que j'ai essayé d'esquisser un peu avant en disant que l'IBABAL ne porte pas ses projets. Comme tu dis avant, le land, donc c'est comme si on disait maintenant la région Alsace met l'ensemble de ses frais de fonctionnement sur l'IBA pendant 10 ans et c'est parti, on fait du projet. On est de façon transfrontalière, je pense que c'est aussi la problématique. On n'a pas l'ensemble de la région Alsace ou l'ensemble du land qui dit on finance à 100% un projet en Suisse, donc ce financement-là on l'a pas et on joue. On commence à l'entendre un peu avant le label IBA, c'était pas très clair dans la région. Maintenant on commence à avoir des gens qui toquent à la porte et qui disent on veut le label parce qu'on va chercher des sous à Paris et parce qu'on veut ci et ça. Donc c'est exactement dans cette démarche qu'on se met là aujourd'hui et faut qu'on cherche différents financements à plein d'échelles différentes en fait. Voilà, et nous avons un nouveau partenaire, le Land de Baden-Württemberg, qui est quand même un des partenaires cofinanceurs principaux de côté allemand. Voilà. Il s'est engagé sur un long terme, donc c'est aussi un signal pour d'autres partenaires pour dire allez-y jusqu'en 2020. Et éventuellement pour d'autres partenaires, comme on peut citer la région Alsace, on est clairement sur d'autres échelles. On est à Strasbourg, on est venu à Strasbourg. Alors aujourd'hui, c'est la politique du land, c'est ce que fait. Non, on a un devoir de ce qui fait le. Voilà, nous on est très associés à nos partenaires locaux, donc après Strasbourg, le sud de l'Alsace, voilà. Mais par contre, on a un contact officiel avec Strasbourg de par le programme Interreg. Ils sont basés à Strasbourg, à la région, on a des contacts en permanence avec eux. Après, sur une autre échelle, c'est aussi une question politique chez nous qui doit se régler à autre part que dans le bureau IBA. Sur l'Europe, vous avez cité Interreg, il y a sans doute d'autres sources potentielles. Je pense à Smart City, qui semble avoir pas mal d'argent. Vous avez frappé par là. En fait, Interreg, on l'a initié au début, donc au début d'IBA 2010, pour le bureau notamment, c'est pour la constitution du bureau, de la structure, etc. Maintenant qu'on a nos programmes de travail à peu près définis, on va toquer au port des autres projets, des programmes européens ou locaux, mais dans le paysage aussi, il y en a énormément pour les villes, etc. On va commencer maintenant à rentrer. On n'avait rien à présenter avant, on n'avait aucune raison de pouvoir aller voir ces gens.
Et par exemple, le projet DMC participe au programme Smart City. Ouais. Le transfrontalier est une complexité bien particulière. Vous semblez actuellement avoir une stratégie qui est celle du viol. Oui, on va violer les gens. Ça peut marcher. Oui. Ah, ça peut marcher, je l'ai déjà expérimenté moi-même. Ça peut marcher. Par contre, ça n'est pas un système. Ça ne peut pas être un système. On peut faire des coups, mais pas en faire un système. Oui. Or, pour avoir un système au sein duquel il peut y avoir de temps en temps des viols, il faut avoir des alliés stratégiques très puissants. Ou alors, il faut avoir des stars. Ce qui peut être la même chose. Vous avez au moins un allié stratégique puissant qui est le Land Rover. C'est vrai que, d'un point de vue allié stratégique, c'est extraordinaire. Lorsqu'un investisseur va avoir l'assurance de quelque chose en Allemagne, il téléphone au ministre, le ministre lui dit oui, je suis au courant, c'est bon, tu peux y aller, il y va. Et de la même façon, on a le canton de Bâle-Ville, qui chez nous a un pouvoir énorme. Vous avez le canton de Bâle-Ville, mais vous n'avez pas le canton de Bâle-Campagne. J'aimerais d'ailleurs savoir pourquoi. Mais du côté français, ne vous trompez pas d'allié stratégique. Il n'est pas dans la région. Il est ailleurs. Et là, il va falloir le trouver. Ou alors, vous en faites une star. Puisqu'avec une star, vous allez aller chercher des investisseurs internationaux, des Russes, des Britanniques, que sais-je encore. Seulement, pour en faire une star, il faudra quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Qu'est-ce que vous imaginez par un star? Qui serait notre star? Qui est le star? Le projet lui-même peut être une star. Mais en marketing, on connaît. Vous starifiez le projet. Seulement, il faut être beaucoup plus puissant que ça. Et la question, c'était Je crois que je n'avais pas de question. Suggestion. On a stabilisé. Ouais, nouvelle direction qui va faire du marketing, on va mettre des étoiles. Non, mais oui, on en est conscient. Il faut qu'on soit plus attrayant, plus appétissant dans cette. Il y a des questions encore? J'ai une suggestion pour la star, ça serait pas Ramon Amour? Ah voilà. Non, oui. Ramon Amour, il a très bien marché dans la première phase sur tout ce qui était participation de la population, communication, essayer de donner un peu corps à l'IVA. Maintenant, j'avoue que donc, je suis ce projet-là. Le paysage, ça fait rêver sur le programme politique, ça fait rêver pour les élections et ça fait rêver pour le lancement. Tout le monde y accroche. Moi, j'arrive dans la faisabilité de mes projets. 80 km, je n'ai pas encore trouvé de fonds de financement pour mettre en œuvre l'ensemble. On a certes des financements pour les projets, donc on parle des perles, les 7 projets portés par les communautés. Maintenant, si on veut faire une piste cyclable tout le long du Rhin, si on veut faire des nouveaux ponts, là, moi, je commence à rentrer dans la difficulté de la thématique des espaces ouverts, du paysage, où je vais pas un Bouygues qui va venir investir sur le long du Rhin, des choses comme ça. Donc, ça a été longtemps, on a longtemps joué sur le Rhin Mon Amour, on a pratiquement 3 ans. Et là, il faut qu'on trouve un nouveau rebond là-dessus. Mais je suis déjà que c'est un problème de tempo, parce que pour faire un grand Rhin Mon Amour, il faudrait beaucoup plus de temps que ça. Mais ça pourrait être une structure urbaine, autant que paysage. On avait rencontré la Loire, la Loire Minesco, qui a travaillé sur la Loire à vélo, etc. Alors ils avaient 4 fois plus de personnel, 5 fois plus de temps, etc. Donc, bon, ils nous ont dit que vous allez y arriver, sur 10 ans, c'est pas évident. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que ça soit devient un projet structurant. On espère mettre les jalons au moins jusqu'en 2020 d'une première coopération et pas perdre cette idée de l'ensemble en fait, des 80 km. Voilà. En tout cas, merci aux intervenants, Là, pour être très complet, donc vous avez compris qu'il y a beaucoup de matière et beaucoup plus riche encore que ce qui a été présenté. Donc on pourrait en profiter ce soir pour faire de la valeur. Puisque à la fois Salomé, Mal et Pierre Pelot sont toujours présents, donc on pourra toujours encore parler plus dans le détail des projets qui nous sont présentés, même s'ils sont un peu secs pour l'image, mais vous avez les documents suivants. En fait, on propose compenser très largement. Pour ceux qui savent déjà que ça sur les produits, ne n'oubliez pas le point d'atelier et pour pouvoir échanger encore
travail et rentrer dans l'un ou l'autre dossier qui n'a pas été évoqué.